l'ensemble des présents, ainsi que Sofiane Djilali, RDU CNC Alger. Donc, Sofiane Djilali, c'est le président du parti politique Djil Jadid. Il va nous parler donc, sur la thématique la transition démocratique en Algérie. Donc, il va nous exposer cette thématique dans 20 minutes. Cette conférence a été organisée par le AAI MSD Adel Sani El Maden dans le cadre de la célébration des deux printemps, le printemps noir ainsi que le printemps berbère. Avant de commencer, on va essayer de faire une minute de silence au nom de tous les martyrs de la liberté et les martyrs de juin 2001. يعطيكم الصحة. Donc, sans vous retarder, je donne la parole à Sofiane Djilali. Merci Azoul. Je remercie tout d'abord l'association ou le collectif des culturels des étudiants pour cette invitation. Ça me donne l'occasion d'engager un débat, un échange avec nos concitoyens de la ville de Bougie, dont j'ai le plaisir de visiter à plusieurs reprises, de toute façon, durant l'année, mais toujours avec grand plaisir. Puisque le thème général est sur la transition, je pense qu'il faut inscrire ce terme dans un cadre beaucoup plus général que la transition purement politique. Bien entendu, tout le monde est très attentif aux événements qui se déroulent. Nous sommes dans une phase, si vous permettez le terme, une phase finale de la vie d'un système politique et qui devra être remplacé, on l'espère tous, par un autre système qui soit un système démocratique et fondé sur l'état de droit. Mais en dehors ou au-delà de cette transition purement politique, il y a d'autres transitions qui sont en train de se dérouler à l'intérieur de la société. Il y a actuellement, on le ressent tous, et on va en reparler brièvement, une transition générationnelle. Il y a, comme vous le savez, l'Algérie jusqu'à présent gérée par ce qu'on appelle communément la génération de novembre. Cette génération-là, elle a ses référents, elle a son histoire, elle a sa mentalité, elle a sa perception de ce qu'est une nation, et elle reste tout de même singulière. C'est une génération particulière parce que dans la succession des générations dans le temps, c'est celle qui a réussi en 1954 à mobiliser le peuple et à se défaire d'un colonialisme qui a été pendant très longtemps hégémonique et qui avait rejeté et marginalisé la population algérienne dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire économique, financière, culturelle, etc. Et puis 60 ans après l'indépendance, presque, on est aux portes dans 3 ans, il y a également une nouvelle population, de nouvelles générations qui ont d'autres repères, qui ont d'autres sentiments, qui ont d'autres ambitions, qui ont d'autres désirs, qui perçoivent autrement le monde dans lequel nous vivons. Et cette génération-là est très différente des générations précédentes, parce qu'elle est le résultat de changements qui ont été très importants, très profonds, mais en même temps très rapides. On va y revenir dans un petit instant. Donc on s'est retrouvé avec deux générations singulières face à face.
une ancienne génération qui avait ses codes, qui avait son langage, qui avait sa façon d'être, et une nouvelle génération qui, elle, a d'autres codes, une autre perception de la vie et d'autres ambitions. Alors, il est vrai que peu de gens, peu de politiques, peu d'analystes et même peu d'universitaires qui ont étudié ce phénomène de changement à l'intérieur de la société. Et c'est le 22 février que, très subitement, les gens ont découvert une nouvelle société algérienne. Et les Algériens eux-mêmes, en tant que citoyens, se sont découverts. On ne se connaissait pas finalement. Les Algériens ne connaissaient pas la société dans laquelle ils vivaient. Quand je dis ne la connaissaient pas, bien sûr qu'ils vivaient à l'intérieur, ils partageaient ses sentiments, ils avaient des relations, ils vivaient avec leurs sentiments, mais on n'avait pas pris assez de recul pour s'apercevoir qu'est-ce qu'était devenu cette société dans sa globalité. Le 22 février, donc, les Algériens se sont découverts, ils se sont aperçus que l'image qu'ils avaient de la société algérienne, lorsque pour la dernière fois elle s'était exprimée, cette Algérie-là a changé. Chacun de nous avait en tête les images essentiellement des années 90. On avait la perception d'une société en grande difficulté, en plein désarroi. C'était une société qui cherchait son identité. Elle voulait se retrouver, certains en adoptant des tenues vestimentaires, d'autres en adoptant des discours politiques, d'autres en adoptant des idées, qu'elles soient du Moyen-Orient, qu'elles soient du Proche-Occident, essentiellement de l'Europe. Mais les Algériens doutaient d'eux-mêmes. On avait un problème de violence dans la société, une forme d'agressivité, il y avait l'exclusion dans la société, on excluait ceux qu'on considérait être les minorités, on excluait les femmes, on excluait ceux qui ne nous ressemblent pas. Et donc cette image-là, de cette société en pleine convulsion dans les années 90, c'est un peu cette société-là qu'on avait en tête dans notre mémoire et dans la mémoire du monde, puisque même à l'extérieur, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, on avait l'impression que c'était un peuple qui était dans une forme de violence interne, de remise en cause, de difficulté, de désarroi. Personne n'oublie ces moments de terrorisme ou ces moments de violence extrême. Et pour les gens, c'était toujours la même société. Et que si jamais on permettait aux Algériens de s'exprimer, on allait très vite retomber dans les mêmes travers. Et d'ailleurs, ça a tellement été utilisé par les politiques pour nous dire « Attention, ne bougez surtout pas. Si vous bougez, c'est du terrorisme. Si vous sortez, vous exprimez dans la rue, vous allez aller vers les dérapages, etc. » Tous ces clichés-là que tout le monde connaît. Et puis subitement, le 22 février, et tous les vendredis qui ont suivi, et même en cours de semaine, pendant où il y avait des journées de manifestations, que ce soit dans la capitale, qui représente en fait tout le pays, puisque dans la capitale, vous avez les populations qui viennent de l'ensemble du territoire national, mais aussi même dans les villes, les grandes villes, les villes moyennes. Alors l'image était que c'était au contraire une population jeune, pleine de vitalité, pleine de couleurs. Vous voyez ces magnifiques images qu'on revoit grâce aux réseaux sociaux, mais aussi aux télévisions dans le monde. Et puis on voit cette masse d'Algériens sortir en millions, mais avec au milieu des familles, des femmes, des jeunes femmes, des enfants. On voyait donc des Algériens de tous âges,
mais dans la tranquillité, la gentillesse, avec des échanges extrêmement polis entre les gens. Il n'y avait aucune violence, plus aucune agressivité. Et le monde entier a été très étonné de ces images-là. Et les Algériens aussi. Les Algériens ont été étonnés de s'apercevoir que notre société avait totalement changé. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'est tombé comme ça en un clin d'œil, comme un orage d'été qui passe et qui pleut d'un seul coup, ou est-ce qu'il y a eu un processus beaucoup plus lent, plus long et plus profond qui s'est passé et qui explique ce qui se passe aussi dans la rue? En 2017, j'avais publié un livre dont le titre est « La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances ». Dans ce livre, j'avais essayé d'expliquer les changements qui étaient en train de s'opérer dans la société. J'avais parlé de ces changements de valeurs anthropologiques. J'avais essayé d'expliquer que l'Algérie de 2017 ou 2016, ou en tout cas après l'entrée dans le XXIe siècle, qu'elle était totalement différente de la société algérienne de la fin du XXe siècle. Quand je sortais faire des conférences pour parler avec ceux qui voulaient suivre, comprendre, écouter, je sentais qu'ils entendaient les mots, que les explications pouvaient leur sembler intéressantes, mais que ça restait une forme de théorie. C'est-à-dire, on peut très bien construire toute une théorie, des hypothèses sur des changements, mais que les gens ne percevaient pas, ne palpaient pas. Comme si que vous faites un cours de physique ou de chimie, on va vous parler d'un mélange de deux produits qui va entraîner une explosion, mais ça c'est des mots. Mais lorsque vous rentrez en travaux pratiques et vous appliquez le mélange de ces produits chimiques, vous voyez l'explosion, vous comprenez ce que c'est. Et bien voilà, à partir du 22 février, les Algériens ont vécu cette nouvelle réalité de l'Algérie, ce qu'est devenu l'Algérien. Et ça nous encourage énormément à créer notre avenir. Donc pour ne pas aller très loin, mais je reviendrai avec plaisir s'il y a ensuite des questions à ce sujet, on peut résumer très rapidement qu'est-ce qui a fait ce changement-là et quel est le résultat. Alors premièrement, les Algériens, ces dernières années, ont rééquilibré leur identité. Je le disais tout à l'heure, dans les années 90, ça allait dans tous les sens. Ça allait dans les croyances jusqu'à la façon de s'alimenter ou de s'habiller. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est algérien. Et que algérien, ça signifie qu'il y a toute une histoire, qu'il y a des racines, qu'il y a quelque chose qui va très très loin dans le temps. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a découvert dans la région pas très loin d'ici, puisque c'était la région de Sétif, on a découvert des traces de l'origine de l'homme, puisque on sait que c'est à peu près il y a 2 millions d'années que les premiers humains sont apparus au niveau de la corne de l'Afrique, et on a décrit toute l'histoire des migrations de cette humanité à travers tous les continents. Puis là, il y a des choses qui se remettent en cause. On se demande même si parmi les premiers humains, ils ne sont pas apparus dans ce qui aujourd'hui porte le nom de l'Algérie. Donc cette histoire très ancienne, très profonde, qui a modelé notre être, notre âme, notre façon de penser, il fallait la réintégrer dans notre mémoire d'aujourd'hui. Et je pense que Béjaïa, comme la région kabyle en général, a eu cette perception beaucoup plus tôt que toutes les autres régions du pays, à réclamer ce retour à la racine même de ce peuple
Et de ce point de vue-là, le combat d'ici, le combat identitaire a été salvateur, puisque aujourd'hui, vous avez remarqué que dans la capitale, tout le monde se côtoie fièrement et que le drapeau amazigh côtoie le drapeau national sans aucune difficulté et beaucoup de gens portaient les deux à la fois. Ça signifie qu'il y a un rééquilibrage identitaire dans le pays. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui sont encore coincés, mais c'est naturel. C'est une population qui a été travaillée depuis des décennies, après avoir subi une colonisation qui a fait effacer l'histoire de ce pays. Donc c'est une population qui a été meurtrie, traumatisée, travaillée au corps, conditionnée, et donc très difficile pour revenir sur des croyances qui sont très ancrées en nous. Mais ce qui s'est passé ces dernières années est quand même fabuleux, où maintenant les gens se réapproprient cette dimension essentielle pour la définition de ce que peut être l'Algérien. Le deuxième point aussi qui est très important, c'est qu'il y a une désidéologisation. C'est-à-dire que petit à petit, les gens s'apaisent dans leur vie d'aujourd'hui, dans leur identité algérienne, et qu'ils mettent petit à petit de côté les idéologies, toutes les idéologies. Alors, les idéologies, c'est compliqué. On ne va pas en faire un cours, mais ça peut faire référence à des idéologies neutres, entre guillemets, ou à des idéologies religieuses, ou à des idéologies ethniques. Et toutes ces idéologies-là entraînent des chocs, des conflits, des passions, des divisions, de la haine dans le pays. On l'a vécu dans les années 90. Mais petit à petit, grâce à ce retour aux sources, grâce à cet apaisement, il y a un éloignement au fur et à mesure des idéologies. Troisième caractéristique essentielle, c'est qu'aujourd'hui, la population elle-même rééquilibre ses propres référents de structure sociétale. Comme toutes les sociétés, la société algérienne avait des structures qui la géraient. Une société, c'est pas un mot simplement. Une société se traduit dans le comportement au quotidien, dans la mentalité des citoyens. La société algérienne, à cause d'un moment de quasi-disparition de l'être durant la colonisation, cette société-là s'était renfermée sur elle-même. En 1962, on avait encore pratiquement les mêmes structures sociétales qui existaient en 1830. À part quelques évolutions, on peut en parler, quelques différenciations, mais globalement, la société algérienne fonctionnait sur les principes et les données d'une société très ancienne. Après 62, il y a eu comme une libération. Autant les Algériens ne voulaient pas qu'il y ait une évolution des structures sociétales parce que il y avait l'étranger qui était là et il y avait peut-être une forme de négation ou de dénier cette identité-là. Autant après 62, il y a eu une évolution très rapide parce qu'il n'y avait plus la culpabilité d'être sous une domination étrangère. Et comme un ressort qui a été comprimé pendant 130 ans, où la société a refusé de changer, après 62, ce changement s'est fait très brutalement et très rapidement. Là aussi, on en parlera si vous le souhaitez, mais c'est essentiel pour comprendre la dynamique qui est en train de fonctionner dans le pays.
C'est une population qui très vite s'est ouverte au monde. N'oubliez pas qu'il y a eu un exode rural durant la Révolution elle-même, mais aussi après la Révolution, où les grands centres urbains ont attiré énormément de populations rurales. Il y a eu cette tentative d'industrialisation où des pôles ont été créés pour attirer de la main-d'œuvre et qui ont été déracinés de la paysannerie. Il y a eu cette ouverture par l'instruction, et en particulier l'instruction des filles durant les années 70-80. Il y a eu ces bouleversements qui ont entraîné le pays vers le choc de la modernité, c'est-à-dire à un moment donné des tiraillements entre ce qu'était la société traditionnelle qui avait persisté jusqu'en 62 et ce que va être la société moderne qu'on n'avait pas définie, qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas réfléchi, mais qui est rentré par effraction dans notre vécu. Et c'est ce choc-là qui a entraîné ce bouleversement que nous avions connu dans les années 90. Or, aujourd'hui, la société reprend ses repères, elle se désidéologise, mais également elle accepte de changer et de changer ses structures. Or, les structures étaient extrêmement discriminatoires. C'est-à-dire qu'on pensait qu'une population stable, la bonne société, c'était que les femmes restaient à la maison, qu'elles ne travaillaient pas, elles s'occupaient des enfants, et que l'homme allait sortir, travailler pour ramener de quoi nourrir sa famille. Et que autour de cette structure-là, s'est formé ensuite énormément de rapports très particuliers qui concernent la famille, qui concernent la vie en société. Donc, ce sont des éléments qu'il faudra en tenir compte pour comprendre, si on le souhaite, où va aller l'Algérie. Ça, ce sont les questions de société. Je n'irai pas plus loin sur ces questions-là, sauf si après il y aura des questions, mais je voudrais juste en 5 minutes, avant de clore cette introduction, vous dire ce qui nous attend dans l'avenir. Non pas cette transition politique à laquelle je sais beaucoup souhaiteraient que je réponde, mais on reviendra aux questions purement politiques très rapidement. Mais je voudrais juste vous donner des perspectives. Ce siècle-là, c'est un siècle où le monde n'autorise plus les pays à vivre en autarcie. Il n'y a pas de pays isolé du monde. Nous sommes un pays dans le monde. Et nous vivrons avec le monde. Alors, le monde aujourd'hui pose un certain nombre de défis. Si on veut définir une politique pour notre avenir, pour l'avenir de notre pays, il faut prendre en compte ces enjeux-là. Je vais vous les donner rapidement. Vous avez premièrement à affronter des questions posées par la démographie et les déplacements de population. Nous avons une démographie extrêmement importante dans le pays, donc il faut penser comment construire le pays à la vitesse des exigences et des besoins d'une population qui se renouvelle très vite. Vous comprenez très bien qu'un pays qui est avec une croissance, en général maintenant les démographes parlent du nombre d'enfants par femme, c'est-à-dire pour renouveler un couple, il faut théoriquement 2,1 enfants par couple. C'est une moyenne pour permettre à une société d'être stable démographiquement. Mais en Algérie, on est à 2,3 ou 2,4, c'est-à-dire qu'on est en expansion. Vous avez des pays comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne qui sont à 1,3, 1,4. C'est-à-dire ce sont des populations en décroissance. Elles vieillissent très vite et vont avoir de très gros problèmes sur le plan économique, retraite, etc. Là, c'est l'inverse. Donc il faut qu'on ait conscience de ce problème-là. Deuxièmement, il y a une transhumance très importante. L'Algérie va capter et attirer énormément de migrations qui nous viennent du sud de l'Afrique, et c'est normal parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent au sud du pays. Donc, premier défi important qu'il faudra réfléchir, la démographie et le déplacement des populations, parce que ça va agir sur
comment aménager notre territoire, comment faire des programmes sur l'éducation, comment répartir les richesses, etc. Deuxième élément important, le changement climatique avec la pénurie d'eau. Vous savez que l'Algérie est dans une zone extrêmement sensible où une augmentation de 1 ou 2 degrés dans le monde de la température mondiale et en moyenne va causer une désertification extrêmement prononcée en Afrique du Nord puisqu'on est dans une zone très exposée avec un déficit hydrique important. Donc on doit faire de très très gros efforts de formation, d'investissement, etc. dans le domaine de l'hydraulique. Et plus que ça, on doit protéger par exemple nos ressources hydriques. Vous connaissez tous ce qui se passe dans le sud. Vous avez suivi les événements à Ain Salah en 2015 sur les gaz de schiste. Voilà comment on doit réfléchir et éviter absolument de polluer cette réserve d'eau douce exceptionnelle, peut-être la plus grande réserve dans le monde souterraine, nous n'a pas le bien dans le sud. Alors, il faut exploiter cette eau au bénéfice des populations et non pas donner en concession ces zones pour produire du gaz de schiste au profit des multinationales et contre l'avenir de nos populations. Mais c'est un très gros enjeu dans l'avenir. Troisièmement, vous savez tous que l'Algérie a dépassé son peak oil dans la production des hydrocarbures. C'est-à-dire que petit à petit, chaque année, on perd 5 à 10% de la production pétrolière par rapport à l'année précédente. Et donc, petit à petit, on va se retrouver en déficit. L'Algérie vit sur le pétrole. 98% de nos entrées en devises viennent du pétrole. Et cet assèchement des hydrocarbures va nous poser des questions et des problèmes structurels pour notre économie de façon extrêmement rapide et qui peuvent être violentes. Donc, c'est un point qu'on doit aborder, étudier très sérieusement dans les programmes politiques. Quatrième élément, il n'y a pas que le pétrole qui passe son peak oil. Il y a beaucoup de matières premières dans le monde et en Algérie aussi qui vont avoir une disparition. Il y a tous les produits dans le secteur énergétique. Vous connaissez tous que l'uranium ou le charbon aussi a un peak oil, pas un peak oil, mais un pic, pardon. Mais il y a aussi des autres, y compris des matériaux nobles, l'or, l'argent, le cuivre, le platine. Tout ça, petit à petit, la planète s'appauvrit et il devient de plus en plus compliqué pour avoir accès à ce type de matériaux dont on peut avoir besoin, non pas seulement que pour des bijoux, comme l'or, ou pour des échanges de valeurs, mais des éléments essentiels dans la production industrielle, électronique, etc. Cinquièmement, vous savez tous que le monde entre dans une phase de crise financière mondiale par l'utilisation du dollar qui a été hégémonique, mais aujourd'hui cette hégémonie est remise en cause par certaines autres puissances qui sont émergentes, essentiellement la Chine, la Russie, qui remettent en cause le système financier mondial. Et donc là aussi, l'Algérie doit savoir exactement où mettre le pied. Est-ce qu'il faut rentrer dans un système financier international, mondialisé, ou il faut au contraire faire très attention? Sixième point, la mondialisation. Ça va aller dans le même sens. La mondialisation, c'est tous ces échanges de marchandises qui se font dans le monde, qui se produisent un peu partout et qui s'échangent partiellement. Très souvent, vous avez, je ne sais pas, n'importe quel produit, je prends une lunette, les verres sont produits dans un coin de la planète, et le métal dans un autre et le plastique dans un autre, et puis ils sont regroupés encore dans un quatrième point pour être montés en petits objets. Comme tous les objets maintenant, tout est mondialisé. Et là, l'Algérie doit savoir où c'est qu'elle doit se situer dans ce circuit-là. À quel niveau on doit se placer pour rentabiliser nos positions. Vous avez, en plus de cette mondialisation, de ce commerce, vous avez maintenant des tensions géostratégiques extrêmement importantes qui sont dues à ces changements qui se définissent par des positions de force. Vous allez revoir les pratiquement 20 dernières années
au moins depuis la deuxième guerre d'Irak en 2003, l'envahissement de l'Irak, comment il y a toutes des zones qui sont totalement détruites, dont les États sont détruits pour faire émerger des forces qui sont gérées ailleurs que dans ces États-nations. Et donc l'Algérie est aussi incluse dans des projections à long terme, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on veut faire de nous. Est-ce qu'on, quand je dis on, ce sont ceux qui managent un peu le monde. Est-ce qu'on veut d'un pays de la même dimension, ou on veut un pays divisé en plusieurs territoires? Est-ce qu'on veut d'une Algérie développée, aller dans le circuit international ou pas? Là aussi, il y a un tas de discussions à adopter. Enfin, dernier point, et je vous cède la parole, il y a cet universalisme culturel qui est en marche. Petit à petit, le monde entier s'aligne, ou en tout cas, on veut le faire aligner sur une certaine forme de vie, et on agit de différentes façons pour impliquer de plus en plus toutes les sociétés vers cette forme-là qui arrange ceux qui détiennent le pouvoir. On a besoin de sociétés atomisées, on a besoin de sociétés qui n'ont plus de structure à l'intérieur, donc on ne veut plus de la famille, et surtout pas d'une famille élargie. On a besoin d'individus isolés les uns des autres, et petit à petit, vous voyez, si vous suivez exactement ces problèmes de société, vous allez voir que ce sont des sociétés en souffrance. Ce sont les sociétés qui sont très avancées, entre guillemets, dans ce processus-là, sont des sociétés qui souffrent énormément. Voyez un peu leurs personnes âgées qui finissent leur vie totalement isolées dans des maisons, comment les liens sont coupés entre les membres de la famille, comment aussi les familles sont remaniées, comment on veut créer maintenant des familles qui sortent de la relation homme-femme, et on veut des familles homogènes avec des adoptions d'enfants, etc. Tout ça, ce sont des processus de formalisation et de mise en forme de sociétés nouvelles, mais qui peuvent porter ou apporter des dangers mortels pour des sociétés, en tout cas comme la nôtre. Donc voilà un petit peu, je voulais parler de cette perspective, d'où on vient et où c'est qu'on risque d'aller, juste en touchant un petit peu à ces sujets-là pour essayer peut-être d'ouvrir les débats, en faisant un peu l'impasse sur le présent, puisque je sais que beaucoup de questions vont revenir sur aujourd'hui, sur l'actualité et sur ce que nous pouvons faire ensemble. Merci pour votre attention et la parole est à vous. Donc, c'est Natik Saha pour Sofiane Djilali. Donc, c'est une introduction très riche. Donc, le microphone est à vous. Donc, c'est le débat. Celui où il va déposer une question, donc il a le microphone. Mais sinon, j'ai une question, Kenny. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des perspectives économiques. Mais je crois que la crise algérienne est purement politique. Donc, quelles sont les solutions politiques par rapport à la conjoncture actuelle du pays? Merci. Je répondrai dans 2 secondes à cette question. Juste, M. Rabah Nasri vient de me passer un mot pour me dire qu'il y a eu un effondrement d'un immeuble à la Casbah d'Alger. Il y a eu 2 morts pour l'instant, 2 victimes, et que le wali d'Alger qui est parti visiter les lieux a été chassé par les citoyens. Donc, les 2 victimes. Pour revenir à l'actualité, oui, c'est clair qu'aujourd'hui on vit une crise politique évidente. Cette crise politique, c'est d'abord la fin d'un système. Et ce système-là, qui a été érigé depuis très longtemps, depuis 62, souvent même on dit que ce système-là a été mis sur pied depuis au moins 1958. C'est-à-dire que pendant que certains luttaient contre le colonialisme et risquaient leur vie, d'autres étaient déjà en train de réfléchir à la suite pour prendre le pouvoir.
Ce système est en fin de vie et donc il nous a mis dans une situation où petit à petit, il n'y a plus d'instruments politiques pour réguler les conflits politiques à l'intérieur de la société. Autrement dit, c'est un système qui avait une constitution, qui avait, entre guillemets, une légitimité légale, parce qu'elle n'a jamais été une légitimité populaire, qui avait une reconnaissance par les partenaires étrangers, et qui, pas à pas, est entré dans une phase de protection de sa position en utilisant tous les moyens de l'État, tous les moyens politiques dont il disposait, tous les moyens institutionnels, juste pour se maintenir. Or, un système qui est dépassé, qui ne répond plus aux besoins d'une société, qui n'a pas de légitimité, est un système qui produit en lui-même ses contradictions. C'est comme en physique, un système fermé devient entropique, il va créer une énergie interne qui est dispersée, qui ne répond plus à rien, c'est une énergie dégradée. La même chose, le système politique est rentré dans une dégradation. Alors, à chaque fois qu'il se dégrade, il essaye de faire face en jouant des moyens dont il dispose, et donc des moyens institutionnels. Et c'est pour ça qu'il a à chaque fois eu recours à des amendements constitutionnels pour tenter de maintenir ou de boucher la brèche qui venait de s'ouvrir. Et petit à petit, ce système est entré en contradiction à un tel point qu'il ne peut plus gérer, d'où aujourd'hui une situation où le pouvoir s'accroche complètement à l'application d'un seul article de la Constitution, alors que par le passé, il ne respectait pas du tout ce texte fondamental. Donc, la seule issue pour eux, pour tenter encore une fois de se renouveler, ils essayent de nous imposer un article 102 qui dicte la façon de faire en cas où il y a vacance de la présidence de la République. Or, on le voit bien maintenant, cette façon de faire est devenue inopérante. Le président de la République démissionnaire avait arrêté un processus électoral alors qu'il n'avait pas le droit, puisque ce processus électoral était déterminé par la Constitution. D'ailleurs, avant d'engager le pays dans l'élection, il avait tenté de rester en dehors de son mandat, donc en dehors de la Constitution. Il avait par la suite présenté sa candidature alors qu'il était malade et ça contrevenait de ce point de vue-là à la loi. Et plus que ça, il voulait se présenter pour un 5e mandat alors que la Constitution parle de 2 mandats seulement. Donc vous voyez, quand ça les arrange, la Constitution, ils l'oublient. Quand ils le veulent, sur simple décision, par un coup de fil, M. Bouteflika a été en Suisse, il annule des élections. Ça ne les dérange pas. Mais lorsque le peuple dit « il faut maintenant changer de régime, il faut qu'on se donne le temps de réfléchir quel doit être le nouveau régime pour aller vers des élections claires, honnêtes et transparentes », et le pouvoir vous répond « ah non, mais la Constitution est là, on doit appliquer la Constitution ». En fait, l'article 102 est fait simplement pour essayer de gagner du temps, pour essayer de sauver les meubles pour un pouvoir qui est de toute façon condamné. Donc ce qui va se passer, aujourd'hui même il était prévu une réunion de dialogue entre guillemets entre le président de l'État et la classe politique, mais à ma connaissance, pratiquement il y a unanimité à refuser ce pseudo-dialogue puisqu'il s'inscrit dans la préparation de l'élection pour le 4 juillet. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, M. Ben Salah vient de décréter la fin de l'application de l'article 102, puisqu'il n'est pas en mesure de faire reconnaître sa légalité en tant que président de l'État.
Tout le monde le refuse, y compris, ce qui est incroyable, par les premiers partis qui avaient soutenu Mordicus, le 5e mandat, ainsi que des associations. Donc voilà, les propres éléments du système lui-même sont en train de se rebeller contre ce pouvoir parce que tout simplement, ils ont des positions intenables. Maintenant que la conclusion va être tirée, que l'élection présidentielle pour le 4 juillet est impossible, ils vont devoir s'adapter au réel. Et comme à chaque fois ils vont le faire, ils reculent à chaque fois d'une position à une autre. Et donc la prochaine phase, très probablement, ils vont reconnaître que le consensus est pour une phase de transition. Donc on va aller vers une transition avec une direction très probablement collégiale, avec une présidence de l'État qui sera dirigée, en tout cas c'est notre exigence, par des figures acceptées par l'ensemble de la population, qui ne soient pas impliquées dans le régime de Bouteflika et qu'ils ne se présenteront pas le moment venu aux élections, donc ils viennent pour une phase déterminée et limitée, et que durant cette phase-là, il y ait préparation des conditions pour de vraies élections. Au bout de 6 mois, je pense que s'il y a un véritable dialogue avec une volonté politique évidente, il y aura entente sur des amendements concernant la loi sur les partis, la loi électorale, la loi sur les médias, la commission indépendante pour gérer les élections, et à partir de ce moment-là, il y aura convocation du corps électoral et le pays aura 3 mois pour faire campagne électorale, pour expliquer les programmes, pour essayer de chacun défendre son projet de société et permettre aux Algériens de s'exprimer en toute liberté. Ça peut être une élection présidentielle, ça peut être une élection législative pour avoir un parlement, ça peut se discuter durant cette période de transition. Voilà un peu comment on voit ce qui peut se dérouler d'ici les jours ou les semaines à venir. Donc, merci. Donc, Isaac, maintenant, السقسي. الزول في اللون الزول تنميرث ومزداي أدلسان نين المذن إدي هي نسراي وسيني Bonjour Monsieur Djilali et l'ensemble des invités de la salle par rapport à la situation politique, parce que c'est un problème politique. Merci d'avoir fait l'introduction par le projet sociétal anthropologique. Maintenant, nous avons un problème réel et véritable par manque de valeurs. Parce que quand les valeurs partent, ça reste à l'anarchie. Je voudrais simplement vous dire, dans cette révolution du sourire, que je rends un grand hommage à ce peuple magnifique, vieux, jeunes, enfants, tout le monde, il est dans la rue pour s'exprimer, briser le mur de la peur. Maintenant, vous, autant que parti, autant que des hommes de valeur, il est temps, je crois qu'après 2 mois de révolution et de revendication, que ce pouvoir, il ne va pas sortir qu'un, que vous devriez vous réunir vous-même avec l'ensemble des acteurs qu'on voit maintenant sur la scène, qui s'expriment, de vous rassembler et d'essayer de rentrer dans la phase prochaine qui est déterminée entre vous-même de créer une présidence collégiale ou là, peu importe, mais nous devrions quand même guider cette révolution jusqu'au bon port. Et merci. Merci à vous.
il n'y a pas eu de question directe, mais plus l'expression d'un sentiment, je pense, de votre part. Mais il y a deux points que je relève et je voudrais commenter un petit peu, si vous permettez. En parlant des valeurs, il s'est posé longtemps, et c'est important pour réfléchir sur la suite des événements. Très souvent, on pense que le politique en général, c'est un régime politique quel qu'il soit, il peut être dictatorial, mauvais, corrompu, etc. Ou alors un régime qui a des qualités. On pense souvent, a priori, qu'un régime politique peut influencer très profondément une société. Et beaucoup d'Algériens disaient la société algérienne, les Algériens n'ont plus de valeurs, ils ont perdu les valeurs, ils sont devenus matérialistes, ils n'ont plus de parole, etc., etc. Vous connaissez tout ce qui se dit. Et en pensant que c'est le régime corrompu qui a corrompu la société. J'étais dans la position inverse. Je pense que les politiques souvent se donnent plus d'importance qu'ils n'ont. C'est-à-dire que le politique, même quand il maîtrise l'appareil de l'État, ne peut pas fondamentalement influencer complètement une société. Il a des influences sur la vie politique, sur la vie économique, sur la répartition des richesses, mais il ne peut pas toucher l'âme d'un peuple. Je vous donne des exemples très rapidement. Le régime totalitaire en ce temps-là, communiste, stalinien, en Russie, est-ce qu'il a changé le peuple russe? Quand le mur de Berlin est tombé, quand l'URSS a disparu, les Russes sont redevenus Russes comme ils étaient avant la révolution russe. Les Chinois, pareil. Les Chinois réfléchissent mentalement, ils sont construits avec la logique, plus de Confucius ou Lao Tzu que la logique de Mao Tse-tung. Ça signifie que les peuples, au fond, on ne peut pas les atteindre. On peut toucher une couche superficielle, mais on ne touche pas le fond. Et le politique qui pense pouvoir transformer un peuple, c'est des politiques qui sont plus mégalomanes qu'autre chose. Le 22 février, à partir du 22 février, quand l'image s'est révélée de ce qu'était la population algérienne, on a vu. C'est une population qui a des valeurs, pour beaucoup peut-être nouvelles, mais positives. Et ce n'est pas le régime qui nous a gérés pendant 20 ans qui a inculqué ces valeurs positives. Je dis ça, c'est pour qu'on fasse confiance à nous-mêmes. Qu'une société, malgré les vicissitudes, malgré les problèmes qu'elle peut vivre, malgré parfois le désarroi dans lequel elle va passer des moments compliqués, mais malgré cela, une société va reprendre sa vitalité, elle va reprendre son identité profonde. Donc, important à comprendre, le politique doit s'occuper à régler des problèmes pratiques. Ce sont des problèmes objectifs qui doivent être réglés objectivement. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup des politiques qui pensent créer ex nihilo des peuples nouveaux, parce qu'entre un peuple et un politique, la différence est trop grande. Le peuple est trop lourd, trop important, qui a une histoire parfois millénaire, et ce n'est pas une poignée d'hommes qui peuvent changer ces données-là. Donc voilà le premier commentaire. Le deuxième commentaire par rapport aux partis qui doivent se rassembler. Oui, c'est clair que si les partis politiques s'étaient rassemblés, il y a eu cette tentative en 2014 avec Mazafran, si on s'était rassemblés, solidarisés, on était restés sur des mêmes positions de principe, je pense que le régime n'aurait pas tenu aussi longtemps. Malheureusement, c'est compliqué. La vie politique est compliquée parce que, à la base, chacun a une vision de ce qu'il souhaite que l'Algérie soit. Chacun a son projet de société, chacun a ses convictions, et c'est très difficile de réunir toutes ces convictions-là avec des objectifs communs. On a tenté de dire, bon, laissons de côté les idéologies, laissons de côté les programmes, et on va se contenter de travailler sur des objectifs précis, c'est-à-dire un changement de régime, et on avait appelé ça la transition, puisqu'on avait fait
Conférence nationale pour la transition et les libertés démocratiques, la CLTD, la CNLTD avec l'autre, pour les libertés et la transition démocratique. Malheureusement, très rapidement, les stratégies partisanes, les objectifs des uns et des autres ont divergé. Bon, je ne dis pas qui avait raison, qui avait tort, on va laisser ça aux historiens plus tard de le définir. Chacun a le droit de défendre son point de vue, c'est ça la démocratie. À Djil Jadid, on n'était pas d'accord pour que l'opposition reparte vers les élections, les législatives, les communales, etc. On estimait que c'était encore une fois une manière de bloquer toute évolution de la société politique. Mais bon, après, chacun va tirer les conclusions. Maintenant, est-ce qu'on peut se rassembler? Je suis pour les processus qui rassemblent. D'ailleurs, vous aviez remarqué que le pouvoir en général n'aime pas quand les partis se rassemblent. Et plus que ça, le pouvoir n'aime pas les partis en soi. Dès qu'il y a une organisation, qu'elle soit partisane ou même associative, le pouvoir veut la détruire. Bon, vous le savez très bien, du temps le parti unique, il était interdit d'avoir une association, qu'elle soit culturelle, estudiantine ou autre. Je ne parle même pas des partis politiques. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'au fond, un pouvoir se sent toujours menacé par une organisation qui peut petit à petit mobiliser des gens. Et il préfère avoir affaire à des unités, il préfère avoir affaire à des individus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des crises qui apparaissent, le pouvoir va charger, discréditer par tous les moyens qu'il possède, il va discréditer les organisations, quelles qu'elles soient, partis, associations, mouvements culturels, tout ce que vous voulez. Il discrédite et il divise toute organisation et il va vous faire apparaître des visages nouveaux qui sont atomisés, qui sont seuls. Ça ne signifie pas qu'ils vont utiliser directement, comme il y a une connivence par Flen ou Felten. Non. Mais il y a des gens qui pensent que leur propre avenir est plus facile à construire dans le monde politique en restant seul. Et ça arrange le pouvoir. Donc tout processus qui atomise le politique en général, ou tout mouvement public est négatif, tout processus qui rassemble est positif. Mais maintenant, comment aboutir à ça? Parce que le rassemblement, c'est trouver des points communs, c'est dépasser des divergences, c'est accepter la construction d'une forme de pyramide, et ça c'est très compliqué. Il y a eu des tentatives, il y en aura encore. J'espère que ce processus de solidification prendra le pas. Voilà. Merci. Donc, c'est la question. Donc, nous remercions M. Djilal et Sofiane pour ces points qu'il a soulevés. Donc, c'est aussi des points pertinents. Donc, je veux juste revenir un peu en arrière et vous dire que le mouvement populaire actuel, je pense qu'il a commencé bien avant, le 22 février, parce qu'il y avait une marche à Kharata le 16 février. Donc, c'est juste une remarque. Ma première question, c'est... Donc, vu qu'on commémore donc, les événements de Printemps Noir et de Printemps Berbère, donc, où il y avait des victimes à qui nous rendons hommage, donc, ma question, est-ce qu'il y a un lien entre les luttes précédentes? Est-ce qu'il y a un lien entre les luttes précédentes, donc celles de 80, 88 et 2001, et le mouvement actuel? Et s'il y a une différence, quelles sont ces différences? Donc, ma deuxième question, donc, on est arrivé à la 9e marche. Donc, selon vous, en tant qu'homme politique, quelle est la démarche? Donc, il y avait une question, donc, vous avez répondu brièvement. Donc, quelle est la démarche ou la feuille de route qu'on doit adopter, donc, pour nous, donc, dans la société civile, d'une manière générale, et dans la communauté universitaire en particulier, pour arriver à des solutions concrètes?
Donc à chaque fois on parle des perspectives, mais il n'y a pas une feuille de route avec des solutions concrètes. Donc juste une remarque, vous avez proposé certaines perspectives qui convergent vers des solutions économiques. Est-ce que donc, vous ne trouvez pas que c'est le moment de passer d'une économie rentière, donc, qui se base de pétrole et de gaz, à une économie productive, vu les potentiels dont dispose notre pays? Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Donc j'ai une autre question. Donc l'Algérie est un pays qui diverge sur la question culturelle, en même temps sur la question religieuse. Donc est-ce que la laïcité ou le fédéralisme peut-être qu'elle soit la solution? Donc c'est ça. Merci. Pour la première question, est-ce que ce mouvement qui porte maintenant le nom de mouvement 22 février, on ne devrait pas le mettre le 16 février? Bon, sincèrement, je ne pense pas que le 22 février est venu comme ça de rien du tout, ou là le 16 février. Je pense qu'il y a eu un processus. Comme toujours, rien n'apparaît brutalement. Ça a pris le nom de 22 février, malgré que le 16, il y a eu une marche immense à Kharata, parce que c'est quand même la capitale, et la capitale, tous les Algériens se retrouvent dans cette capitale, et c'est elle par la masse de ce jour-là. Il y a eu à Alger même, mais aussi dans beaucoup de villes où les Algériens sont sortis. Donc, symboliquement, je pense que le 22 février est plus approprié. Et je peux vous dire qu'avant le 16 février, il y a eu aussi d'autres manifestations. Il y a eu d'autres sorties. Il y en a même eu des sorties l'été 2018, même s'il y avait peu de monde. Hein, on était sortis dans le cadre de Mouatana à Alger, on s'était fait embarquer. On est venu ici à Abdjaya et là aussi on s'est fait tabasser, entraîner dans les commissariats. On était sortis à Constantine. Donc c'est pour vous dire, il n'y a jamais vraiment un début. C'est comme si on cherche qui a écrit le premier livre. Bon, chaque livre va donner naissance à un autre. Donc je pense que symboliquement, le 22 février doit être accepté comme une date symbolique pour manifester cette cristallisation de cette demande politique de la société algérienne. Ça va dans le même sens. Est-ce que les luttes précédentes des années 80, 2001, etc., est-ce qu'elles ont eu un effet sur 2019? Il n'y a pas de doute. Il n'y a absolument aucun doute. 2019, puisqu'on l'appelle ainsi maintenant la révolution du sourire, est une révolution mentale d'abord. C'est-à-dire les Algériens sont sortis pour dire on ne veut plus du système, on ne voulait pas du 5e mandat, mais c'est tout le système qu'on ne veut pas, et on veut Jazair Hurra Démocratia, l'Algérie libre et démocratique. Ça signifie quoi? Ça signifie une réappropriation de notre citoyenneté. Or, la citoyenneté en Algérie, maintenant, a une histoire. Parce que, après l'indépendance, les Algériens étaient encore des sujets. On n'avait pas le droit de s'exprimer, on n'avait pas le droit de choisir, on n'avait pas le droit de réfléchir. On existait en tant qu'Algériens et ça devait nous suffire. En tout cas, c'est ce que pensait le pouvoir. Or, en 80, toute une région de l'Algérie a dit « Non, on n'est pas d'accord avec vous. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. On a même le droit de se tromper si on a envie. C'est notre droit de citoyen. » Et donc, arracher ce droit au prix de beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut saluer ceux qui ont été jusqu'au bout de ce combat-là. Certains ont quand même passé des années de prison. Et puis, dans cette continuité, en 2001, il y a eu malheureusement beaucoup de gens qui ont donné leur vie, finalement, qui ont été sacrifiés à l'autel de cette exigence de citoyenneté. Parce que
le combat identitaire était quoi au final? C'était que de dire, je veux vivre ma vie comme je le sens, comme je le ressens. Je veux le vivre par rapport à mes convictions. Je veux être moi-même. Ce n'est pas à un pouvoir politique de déterminer qui je dois être. Et donc, c'était fondamentalement un combat moderne pour réclamer sa citoyenneté. Et donc, bien entendu, les autres régions qui ne comprenaient pas au départ, vous savez, quand on est dans une zone de confort, on ne veut pas en sortir. On est bien dans ce qu'on croit être normal et ça devient compliqué de lutter, de combattre. Vous connaissez ce phénomène, on va jusqu'au syndrome de Stockholm. C'est-à-dire des gens se retrouvent même dans une situation d'asservissement, ils n'ont pas la capacité de se soulever contre cette injustice, et donc ils acceptent et même ils s'inventent les bons arguments pour justifier leur situation. La Kabylie a refusé. Et la Kabylie a montré le chemin, et d'autres régions petit à petit se sont réveillées. Il est clair que donc le combat est juste en droite ligne de ce qui se faisait depuis le début, depuis 1980, et que ce combat s'est maintenant complètement étendu à pratiquement tout le territoire national, et que partout maintenant il y a cette reconnaissance des uns par les autres et cette réclamation de la citoyenneté. Je pense que le combat qui a démarré en 1980 ici est en train de trouver son aboutissement sur l'ensemble du territoire national, dans cette algérianité retrouvée, dans cette cohésion nationale qui est en train de se consolider. Sur la feuille de route et par rapport à la société civile, donc je ne reviens pas sur l'aspect purement politique puisque je l'ai déjà décrit, mais par rapport à la société civile, oui, c'est essentiel maintenant que ce combat citoyen se transforme maintenant en réalité du vécu. Aujourd'hui, je suis devant les étudiants de Bdiaïa, dans l'enceinte même de l'université. D'autres universités, d'autres étudiants ont tenté d'inviter des hommes politiques, parmi lesquels j'avais été contacté, et malheureusement, la direction de ces universités a refusé qu'un homme politique vienne parler aux étudiants. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui s'est engagé sur la base de la citoyenneté pour défendre un programme avec ses concitoyens. Il y a un échange, il y a une discussion, il y a une écoute, parce qu'on s'intéresse à notre avenir. Politique, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, le système avait tellement peur des potentiels concurrents, quels qu'ils soient. Dès qu'il y a une organisation, un parti ou une société qui se crée, société même scientifique, hein, les scientifiques savent ça, combien pendant très longtemps faire un club scientifique posait problème aux directions des universités. Donc, il est clair que la société civile doit exister. Elle doit exister en force. Et elle ne doit pas s'aliéner aux partis politiques. Une société civile doit être autonome. Et elle doit être l'œil vigilant qui, quelque part, se met à distance de tous les partis politiques par rapport à ses principes. D'ailleurs, je vais ouvrir juste une parenthèse sur ce mouvement citoyen. En 2018, la population était dans une grande léthargie parce qu'elle était complètement cadenassée par le pouvoir. La classe politique était aussi complètement en difficulté avec toutes ces contradictions. Et restait un peu la société civile qui combattait avec des personnalités, chacun dans son coin. Donc on s'est dit pourquoi, dans l'esprit de la question de l'intervenant tout à l'heure, on s'est dit pourquoi ne pas rassembler toutes ces énergies-là. Et on a proposé de faire un mouvement qu'on a appelé Muwatana, en se disant c'est un mouvement qui va parler des principes,
de citoyenneté essentiellement et regrouper le maximum de gens qui le souhaitent en dehors des courants politiques. Donc le mouvement a commencé à exister, il a participé quand il a pu et comme on a pu à des sorties sur le terrain. Mais quand est arrivé le moment des élections, on a dit à ce moment-là à Mouatana que Mouatana restera neutre vis-à-vis de tous les candidats, que Mouatana ne se transformera pas en comité de soutien et que Mouatana, même si demain on a un président le plus grand démocrate et le plus grand citoyen, mais Mouatana ne doit pas soutenir un homme ou un parti. Mouatana doit rester comme un œil vigilant pour dire même à cet homme-là, attention, vous allez dépasser tel ou tel principe ou vous avez mal appliqué tel ou tel principe. C'est-à-dire garder cette autonomie totale vis-à-vis d'un pouvoir agissant, rester en contre-pouvoir. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où le combat de Mouatana avait abouti en quelque sorte, puisque tous les citoyens algériens sont sortis pour dire « nous récupérons notre citoyenneté », à Djil Jadid, on a dit à partir de ce moment-là, je n'ai pas à diriger ce mouvement citoyen plus longtemps, puisqu'on a atteint cet objectif. Et en tant que parti politique, on va présenter notre projet de société, notre programme. Demain, on peut être des concurrents aux élections. Donc, on libère ce mouvement par rapport à notre action politique. Donc, voilà comment on considère la société civile. Elle doit devenir autonome, elle doit devenir forte, elle doit être comme un contre-pouvoir politique. Elle doit rester dans sa liberté d'expression totale et ne pas rentrer dans des formes de soutien qui petit à petit peuvent l'amener vers des dérives. Par rapport à l'économie rentière et la transformer en économie productive, sur la société civile, il y avait une question sur la communauté universitaire en complément. Oui, la communauté universitaire est extrêmement importante. C'est cette élite en formation, d'autant plus qu'elle représente cette nouvelle génération qui porte des valeurs qui petit à petit sont en train de devenir majoritaires dans le pays. Et pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, ne croyez pas lorsqu'on vous dit l'élite fait une société. Non, une société fait son élite. C'est-à-dire que l'élite, elle est là pour régler les problèmes objectifs d'une société, mais elle doit lui appartenir. Parce que beaucoup pensent, ils disent, notre élite, est-ce qu'elle est bien, elle n'est pas bien, est-ce qu'elle est capable, elle n'est pas capable. Non, c'est mal posé le problème. C'est notre société qui va produire l'élite dont elle a besoin. Notre société va permettre l'émergence de nouvelles figures, de nouvelles têtes, avec de nouvelles idées, de nouveaux programmes, qui répondent aux besoins de cette société. Donc l'élite provient du cœur de cette société. Et elle doit porter les problèmes de cette société pour les résoudre. Elle ne va pas inventer des théories pour imposer à la société. Et cette communauté universitaire est essentielle pour l'avenir du pays parce qu'elle porte les valeurs de la société d'aujourd'hui. Elle comprend les grands enjeux du monde à venir et cette communauté-là doit s'organiser, se libérer, s'autonomiser, avoir l'esprit critique, juger, poser des questions. D'ailleurs, comme j'avais cité le cas de certaines universités où ils n'avaient pas le droit d'inviter des politiques, comme si qu'ils avaient peur d'exiger et de poser des questions, même si elles sont un peu gênantes, pour les hommes publics. C'est votre droit de poser des questions sur le passé des gens, sur leur position, sur leurs convictions politiques, sur les changements qu'ils ont opérés éventuellement et sur leurs responsabilités par rapport aux faits qui se sont déroulés quand les gens ont
soutenu telle ou telle position. C'est ainsi qu'on réveille et qu'on éveille la conscience politique qui est essentielle pour la construction de notre avenir. Pour l'économie rentière transformée en économie productive, oui, là, je m'aligne à 100%. Le pétrole, comme je le disais en introduction, est appelé à être très réduit dans l'économie algérienne. J'avais publié en 2009 un article pour dire, voilà, l'Algérie venait juste de passer le peak oil. Le peak oil s'est opéré en Algérie en 2008, 2007-2008. C'est-à-dire que depuis cette date, chaque année, l'Algérie produit moins et en tout cas découvre moins de réserves pétrolières nouvelles que ce qui a été consommé l'année précédente. Et donc, ça signifie que petit à petit, le potentiel est en train d'être consommé. Ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans, on peut encore trouver du pétrole, on peut encore un peu, mais globalement, une année de production, le contenu, le volume de l'année de production est plus important que les volumes découverts durant la même année. Et ça signifie que petit à petit, on va aller vers la réduction de la production à un point où peut-être que ça ne répondra plus à nos besoins. On a produit le pic jusqu'à presque 2 millions de barils jour. On est aujourd'hui à 1,2 million et difficilement. Qu'est-ce que ça signifie? J'avais dit à ce moment-là, on importait 60 milliards de dollars par an. Importation de produits de consommation. Alimentation, textile, l'habillement, les chaussures, les médicaments, les pièces de rechange, les usines, on importe tout. Tout. Y compris le gasoil d'ailleurs. Puisque le pétrole partait en Europe et on achetait le gasoil pour faire marcher les voitures qu'on importait d'ailleurs. On importe tous les éléments, du ciment pour construire les ponts, pour faire circuler les voitures qu'on importe. Et on va importer le gasoil, etc. Bon. Donc, il faut faire une rupture. Mais on ne peut pas d'un seul coup arrêter tout et dire on fait une économie productive. Là, j'avais proposé un plan où on allait petit à petit devoir exporter pour 2 milliards de dollars tous les ans. Se donner cet objectif-là. La première année, on pouvait déjà réduire énormément de fausses importations et les surfacturations. L'ancien ministre du Commerce, Rabbi Yarhamou, Bel'aïd, Berti Bel'aïd, il avait dit que 20% à peu près de la facturation d'importation était surfacturée. 20%. Sur 60 milliards de dollars importés, c'est à peu près 12 milliards de dollars, si mon calcul est juste, qui partent en fumée. C'est incroyable, c'est immense, c'est intolérable. Alors si on commence par bien contrôler nos factures, ensuite, on va booster tout ce qui peut être exporté rapidement. Et après, on va, par une tarification spécifique, encourager la production dans des secteurs que nous pouvons maîtriser. Tous les ans, on se fait un objectif pour augmenter de 2 milliards de dollars notre exportation. Ça fait qu'au bout de 10 ans, on pourra exporter 20 milliards de dollars. Donc, nous ne serions qu'à un tiers de ce que nous importions à ce moment-là. Voyez le chemin à parcourir. Donc, il est clair que nous avons besoin de temps pour reconvertir notre appareil économique. Mais il faut démarrer dès maintenant, très vite. Et puis, il faut travailler des secteurs qui peuvent être rentables. Aujourd'hui, pour revenir à l'actualité, la révolution du sourire a donné une image extrêmement positive de l'Algérie dans le monde entier. Et beaucoup de gens viendraient maintenant en Algérie voir qu'est-ce que c'est ce peuple-là, qui est incroyable et qui mériterait le prix Nobel, puisqu'il y a même des pétitions pour cela, en tant que peuple pacifique. Eh bien, imaginons qu'on favorise l'investissement dans le secteur touristique.
on peut développer très rapidement des entrées extrêmement puissantes. Plus toute la diaspora algérienne qui est à l'extérieur. Ce matin, je parlais avec un des professeurs de l'université ici, et qui peut mobiliser des centaines d'Algériens pour apporter le savoir, la technologie, l'investissement, et le nombre de gens qui sont prêts à ramener leur argent et à venir vivre ici parmi leur famille, leur peuple. Et donc l'Algérie elle a un très grand potentiel, et en peu d'années, on peut rétablir. Mais il n'y a pas de doute qu'il faut sortir de l'économie rentière et passer à une économie productive et le plus vite possible. La dernière question, ça sur des questions extrêmement idéologisées. La laïcité et le fédéralisme. Bon, vous savez très bien que les gens construisent leurs propres sentiments, leur propre conscience très tôt. On est formalisé. Et pour une majorité d'Algériens, lorsqu'ils entendent le mot laïcité, immédiatement ils pensent à athéisme et anti-religion. Ils l'ont ainsi compris. Et vous ne pouvez pas leur changer cette perception des mots. Sinon, vous allez engager des débats à n'en pas finir. En réalité, ceux qui prônent la laïcité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement qu'il y ait un État qui soit dirigé sur la base de lois égalitaires pour tous, qui reconnaissent une identité par rapport à une nationalité, que nous sommes tous Algériens et que nous pouvons être, en tant qu'Algériens, musulmans non pratiquants, on peut être catholique, on peut être protestant, on peut être juif, on peut être sans religion, on peut être bouddhiste si on veut, on peut être athée. Chacun a sa propre conviction, et ce n'est pas à l'État de venir rentrer dans la tête de chacun pour lui imposer ce à quoi il doit croire. Et c'est cette dimension de tolérance qui existait dans l'islam premier. Je vous rappelle, quand le prophète alayhi salatu salam était parti à Médine et qu'il avait rencontré là-bas, il y avait majoritairement des tribus juives, il y avait ceux qui venaient de se convertir à l'islam. Il avait fait ce que plus tard on a dit la première constitution dans le monde. Il avait fait un traité dans lequel il reconnaissait la pratique religieuse de chacun et que chacun était jugé par rapport à sa propre religion telle qu'elle l'exigeait, et même dans la vie civile, c'est-à-dire le mariage, l'héritage, l'enterrement, tout ce que vous voulez, que chacun devait le vivre en fonction de sa propre religion. Alors bien sûr, aujourd'hui, les laïcs devraient le dire, voilà la première laïcité que nous défendons. Et le bon musulman ne peut pas le nier. C'est le prophète de l'islam qui l'a le premier mis en place. Donc, de mon point de vue, il faut expliquer aux gens qu'il est dangereux que quelqu'un, à travers sa propre croyance religieuse, veuille imposer par la force de l'État cette croyance sur les autres. Yahouya, tu es croyant, tu es pieux, tu veux appliquer les règles de ta vie telles que tu l'as compris toi. Je ne te dis pas c'est faux ou c'est vrai. Tu l'as compris, tu es convaincu, tu veux l'appliquer, là, il alek. Minta ne vient pas utiliser le pouvoir de l'État pour m'imposer de vivre selon tes normes à toi. Donc, ça ne va à l'encontre de personne. Ça ne va pas à l'encontre de la religion. Ça ne va pas à l'encontre de l'islam. Et ça ne va pas à l'encontre de la dimension citoyenne que les gens veulent avoir. Donc, avec notre conception par rapport à la religion, chacun doit vivre sa vie comme il l'entend, avec le respect de tous, à partir du moment où il n'impose pas sa propre vie aux autres. Il y a le dicton que vous connaissez, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Moi, je respecte ta liberté, respectez ma liberté.
on s'entend par rapport à des lois que nous avons définies ensemble en tant que citoyens. Nous sommes tous algériens, nous devons être dans un état de droit, la loi s'applique à tout le monde, ne m'impose pas ce qui ne me convient pas. Par rapport au fédéralisme, là aussi c'est des mots, c'est des mots. Le mot fédéralisme vient lorsque on fédère. On fédère quoi? On fédère des partis qui étaient isolés. On va les coller, c'est rassembler. C'est un peu le processus de ce qui s'est passé le plus connu, ce qu'est aujourd'hui l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, c'était les Länder. Les Länder étaient isolés les uns des autres. Il y avait la race, entre guillemets, l'ethnie allemande, germanique, que vous trouviez en Allemagne, que vous trouviez dans une partie de la Pologne, d'ailleurs qui a posé beaucoup de problèmes, que vous retrouvez en Autriche, en partie en Hongrie. Mais les Allemands étaient toujours très dispersés. Et c'est Bismarck qui a obligé la reconquête et l'installation d'un État central, avec l'appellation fédérale. La même chose aux États-Unis. Les États-Unis, lorsqu'ils ont été conquis par les Européens, puisqu'il y avait les Indiens qu'ils ont chassés dans les réserves, à ce moment-là, il y avait une partie anglaise, il y avait une partie espagnole, il y avait une partie francophone, c'était des colonies. Et ces colonies qui étaient indépendantes les unes des autres, petit à petit sont rentrées dans un processus de fédéralisme, de fédération. Donc lorsqu'on utilise ce mot pour parler d'un État qui est unitaire et qui a souffert par le passé d'une perte de personnalité, et on va employer le mot fédération, ça réveille des démons. C'est-à-dire que les accusations vont venir pour dire « Vous voulez faire des frontières sur la base de quoi? Sur la base de la richesse économique, ou là sur la base d'une ethnie, ou là sur la base de la langue, ou là. » Donc, on va officialiser des différences qui sont à l'intérieur de notre algérianité, et donc on va aller dans un processus inverse. C'est-à-dire d'un État unitaire, on va aller vers une désagrégation. Surtout qu'il y a, et vous le savez, au moins en partie le fantasme de l'intervention et des intérêts des étrangers qui veulent diviser les États, et donc on va créer des tensions. Il y a eu des tentatives, par exemple, dans le Sud, avec le grand pays pour les Touaregs. Il y a eu, vous savez, et c'est normal, il y a une géopolitique derrière. Et donc, on veut dissocier, disloquer des États qu'on n'aime pas voir potentiellement puissants. Maintenant, est-ce que ceux qui parlent de fédéralisme, comme ceux qui parlaient de laïcité, est-ce qu'ils ont tort? Parce que qu'est-ce qu'ils recherchent derrière ça? Souvent, ils ont recherché deux choses. Pendant les années, quand ils luttaient pour se réapproprier une identité, ils se sont sentis incompris et parfois même rejetés par d'autres parties du pays. Et à ce titre, ils leur disent, puisque vous ne nous comprenez pas, donc dans ces conditions, on se gère par nous-mêmes et gérez-vous par vous-même. Et que chacun se débrouille. Donc on est vraiment dans un processus de réflexe défensif. Si c'est ça l'arrière-fond, je pense que le problème est mal posé. Pour plusieurs raisons. La première est que les Algériens, malgré toutes les sensibilités qu'il pouvait y avoir, il n'y a pas de barrière. Donc il y a des mariages qui se sont faits partout. Il n'y a jamais eu de blocage entre Kabyle et non-Kabyle. Je ne veux même pas dire arabe, parce que le mot arabe, c'est arabophone, tout le monde reconnaît que le fond ethnique de toute l'Afrique du Nord est berbère, elle est amazigh. Maintenant que certains ont adopté la langue arabe pour des raisons comme d'autres ont adopté par la suite le français, mais en la réalité qu'il y a le même fond. Il y a eu donc toujours
cette consanguinité. J'ai des cousins kabyles, j'ai ma belle famille kabyle. Et demain, dans un processus que chacun pour soi, on va quoi, couper ses familles. Alger, vous savez très bien qu'elle est très largement amazirophone ou berbérophone, où beaucoup de parties de la population viennent de Kabylie, de Tizi Ouzou. Qu'est-ce qu'on en fait? On va diviser la capitale à quel niveau? On va mettre où la frontière? Donc ça, c'est pas sérieux. Donc les gens qui sont portés par une idée. Ensuite, sur le plan économique, comment on va faire? Vous savez bien que la Kabylie, comme toutes les régions, n'a pas d'économie productive. Elle a des petites tentatives, mais elle ne se suffit pas. Les gens de Hassim Saoud vont nous dire non, nous on fait un émirat à part et donc il n'y a plus de finances pour la Kabylie. Donc sur le plan pratique, sur le plan humain et même sur le plan politique, je disais tout à l'heure, quand le combat identitaire a gagné toute l'Algérie, une partie de l'Algérie va dire bon, j'abandonne. Il y a quelque chose qui cloche. Ben non, c'est le moment de consolider cet acquis-là, de dire et de faire accepter ce qui est en cours par toute l'Algérie, que nous avons cette identité commune. Maintenant, est-ce que tout est faux là-dedans, dans cette nécessité de ce qu'il peut y avoir derrière le mot fédéralisme? Ben non, il y a des choses vraies. C'est quand même incroyable qu'un habitant de Tamanrasset, par exemple, doit aller à la capitale pour être reçu par un fonctionnaire d'un ministère pour régler un problème qui existe à Tamanrasset. C'est pas viable. Tout est centralisé. Là, on est sur une centralisation jacobine. Ça, c'était l'organisation de l'État français. Ça, c'est la négation d'un minimum d'autonomie. Et il faut que les régions, l'Algérie est presque un continent. Pourquoi ramener tout à la capitale? Donc il faut donner de larges possibilités à ces régions, plus que ça. Vous allez dans les programmes éducatifs. Il y a, on prend un exemple, l'histoire. Nos enfants apprennent l'histoire de l'Algérie. Déjà, cette histoire-là, elle est très limitée. Elle est souvent très manipulée par le pouvoir. Et puis ensuite, elle exclut énormément de faits importants qui se sont déroulés partout à travers l'Algérie. J'étais à Al-Rouat, il y a des faits essentiels à Al-Rouat qui ne sont jamais enseignés. C'est la même chose qu'il y a des événements qui se sont déroulés à Abjaya ou à Tissemsilt ou partout ailleurs, parce que un programme national prend à peu près ce qui semble être important pour la majorité, mais il y a des choses très importantes. Alors on avait proposé dans le programme depuis 2014 déjà qu'il y ait un pourcentage, même dans l'enseignement, qui revienne à la région. Et il faut que les enfants de ces régions connaissent leur patrimoine, que le patrimoine culturel, le patrimoine historique, le patrimoine économique, il y a des choses très importantes à défendre. Comment ça se fait que les enfants de Bougie ne connaissent pas comment Ibn Khaldoun a vécu à Abjaya, que les monuments qui relèvent du passage d'Ibn Khaldoun, qui est une sommité, qui est un homme amazir, pourquoi on ne le connaît pas? Normalement, il doit y avoir des visites scolaires sur les lieux où il a vécu, là où il a travaillé. Donc il y a des particularités à développer. Ça, c'est une richesse pour nous tous. La même chose qui s'est passé à Adrar, la même chose qui s'est passé comment ça s'appelle, Fetière, Tafrenda. Et puis il y a eu aussi des gens qui ne sont peut-être pas de souche algérienne, mais qui ont été algériens. C'est comme aujourd'hui. Les Français sont fiers de parler de Zidane.
parce qu'ils portent la nationalité française. Pourquoi on ne parlerait pas de ceux qui ont été d'autres origines, mais qui sont nés en Algérie, qui ont vécu en Algérie et qui ont produit au nom de cette terre algérienne? Il faut les intégrer dans notre patrimoine. Donc, oui, il faut décentraliser le pays, il faut répartir les pouvoirs, il faut donner une grande marge aux régions pour qu'elles expriment leur potentiel, leur capacité, et tout ça doit se faire naturellement dans un climat de grande fraternité, de liberté totale. Vous voyez l'Europe, ils sont en train de détruire les barrières entre les nations. On ne va pas créer des barrières à l'intérieur de la nation, ce qui est tout simplement anachronique et à contresens de l'histoire. Donc à Texas, donc on a un autre intervenant aussi. Bonjour tout le monde, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Monsieur Djelali. Donc, mon sujet concerne la transition. Je trouve que c'est un sujet quand même... Donc, ça concerne la transition. Je trouve que c'est une étape décisive qui permettra soit on passera vers effectivement une nouvelle république, sinon on l'a vécu déjà. En 1994, c'était, entre parenthèses, l'Akhda. Voilà. Donc, la question que je vous pose, quelles sont les priorités que vous considérez concernant cette transition au sujet, est-ce qu'on doit mettre en place une, comment dirais-je, une constituante, sinon c'est d'y aller directement vers la préparation du présidentiel, sinon, donc c'est une question qui va s'imbriquer, quels sont les éléments nécessaires qui permettra de réussir cette transition. Voilà. Merci.